où va la France, quoi, aujourd'hui, quoi, selon toi? Auteur, conférencier, expert en droit humain et en statistique, Marwan Mohamed est une personnalité engagée dans la lutte contre les discriminations et pour la justice sociale. Le fait que la voix de la France sur le plan géopolitique ne porte plus rien, en fait. La dernière fois que des gens à travers le monde ont été fiers, c'était Dominique de Villepin à l'ONU, mais ça date d'il y a 20 ans. Et la dernière date, c'est le génocide à Gaza, où la France a offert un chèque en blanc à Israël, et c'est que quand la communauté internationale a mis en cause Israël, quand ils ont été traduits, ils ont été visés par des mandats d'arrêt internationaux, que très timidement la France a commencé à dire ouais, peut-être que en fait, les enfants, à la peine de les bombarder par milliers. Marwan, salam alaikum. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup, ça va très bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bah, ravi d'être avec toi également. Donc, le but de cet échange, c'est d'apprendre un petit peu plus à te connaître et je dirais aussi, bénéficier de tout ce que tu as pu apprendre également au cours de ton parcours, tes expériences et te laisser la parole pour que tu puisses aussi transmettre toutes ces choses-là. On va commencer peut-être par le commencement. On va faire un petit focus sur toi dans un premier temps. Ensuite, sur tes engagements. Et après, on pourra basculer sur d'autres sujets comme, je pense, à la géopolitique ou l'IA, par exemple, où j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, etc., etc. Donc, tu as grandi en France dans les années 80, c'est bien ça? Là, en France, j'ai dans d'autres pays aussi, hein. J'étais jeune, mais oui, dans les années 80. D'accord. Et quelle différence fais-tu entre la France d'aujourd'hui et celle de ton enfance? Parce qu'il y a quand même certaines différences, non? Oui, plusieurs. D'abord, le fait que t'avais quand même un sentiment de liberté. La question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, la conversation des parents, c'était souvent quel projet on va monter, quelle démarche on va avoir. C'était pas une discussion de contraintes, mais c'était une discussion de possibilités. Donc ça, c'était très présent à l'époque. Aussi, le fait que, en fait, comme on vivait à Paris, même si on avait peu de moyens, il y avait énormément de diversité en fait dans notre entourage immédiat. Beaucoup de familles, il y avait peu de familles d'immigrés en fait dans le quartier où on habitait, donc il y avait une proximité très forte avec les autres familles. Et, bon, c'est ça qui est mon enfance. En fait. Fait que tu te baladais dans Paris, tu passais d'un quartier à un autre, de Barbès à Mairie du 18e, à Belleville, aux Champs-Élysées, au parc des Buttes-Chaumont et ainsi. Tu passais dans des petits écosystèmes à chaque fois où c'était très vivant et c'était vraiment une enfance marquante de ce point de vue de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, quand tu penses à Paris, tu penses mauvaise humeur, tu penses rush dans les transports, tu penses problème de parking et embrouille avec les gens et pression politique de toutes sortes et pas forcément la même ambiance. Donc, dans ton enfance, c'était moins le cas alors? Il y avait une meilleure atmosphère, une meilleure comparée aujourd'hui à Ah, Paris? t'as un biais très fort, c'est que j'étais enfant, donc forcément je voyais des choses avec mon regard d'enfant et c'était peut-être beaucoup plus innocent que ça ne l'était dans la réalité. Mais ce que m'en disent mes parents et ce dont je me rappelle objectivement de ce qu'était notre vie et de ce qu'étaient nos opportunités pour les années 80 était autrement plus positif qu'une famille qui aurait la même structure aujourd'hui et la même situation aujourd'hui. On n'aurait pas les moyens d'habiter à Paris, déjà de base. On n'aurait pas les mêmes proximités avec les gens de base. Et on n'aurait pas les mêmes possibilités qu'on avait à l'époque de base. Donc objectivement, ça a changé. Ça marche. Beaucoup sont nostalgiques en effet de cette époque. C'est ton cas alors un petit peu? Bah, Ou pas je vraiment? suis nostalgique de manière générale. Je n'idéalise pas ce qu'était la France dans ces années-là, mais mes parents qui ont vécu en tant qu'adultes pendant toute la séquence, mettant, c'est vraiment la même chose que c'est pas comme ça. Et on se posait la question de qu'est-ce qu'on va faire et quel projet on va monter, plutôt que vont devenir nos enfants et est-ce qu'ils sont encore en sécurité. Donc ça, c'est clair que ça a évolué, quoi, et ça a changé dans le mauvais sens. Ça marche. Alors, je t'avoue que ton site est quand même clair. Ça m'a facilité les choses pour préparer cette interview puisque tu étayes ce cheminement de manière graduelle en étant synthétique. Donc, on a commencé par le commencement, d'ordre chronologique. Ensuite, tu évoques tes premiers voyages en centre de vacances
et puis une adolescence où il y a des questions qui se posent. Tu dis: «Et la conscience naissante de ce qu'être un jeune homme arabe dans une France qui s'interroge sur nous, premier contrôle de police et cetera». Donc comment est-ce que ton adolescence et ta vie de jeune adulte s'est déroulée avant ta vie professionnelle? On va partir sur la vie professionnelle dans quelques instants. Hmm. En fait, tu l'as très bien dit. Tu découvres que t'es arabe dans un sens politique du terme. La première fois où on traite de sale arabe. La première fois où t'es contrôlé par la police, on t'arrête pour un truc complètement anodin et on te renvoie à ça, où on te traite spécifiquement d'une certaine manière parce que tu es arabe, parce que tu as cette couleur, parce que tu as cette origine, parce que plus tard tu as cette religion. Donc l'identité arabe ou l'appartenance arabe au culturel, jusque là c'était uniquement un truc fun. C'était qu'est-ce qu'on mange, on s'habille, quelle langue on parle, c'est quoi les petites histoires populaires que nos parents ont ramenées de leur pays d'origine. C'était quelque chose de très, très positif et une source de fierté. Et même aujourd'hui, une constante source de fierté. Mais le fait que on te renvoie à ça et on le construit désormais comme un problème, ton arabité va être la raison pour laquelle la police t'arrête alors que t'as strictement rien fait. Ton arabité va être la raison pour laquelle des discours politiques te visent. Ton arabité va être la raison pour laquelle des gens votent contre toi, ou veulent t'exclure de ta communauté au niveau national. Ça, c'est quelque chose que tu découvres en étant adolescent. Et c'est quelque chose que tu intériorises, au fur et à mesure comme étant, attends, ça va être un marqueur qui va, dans certains cas, être une opportunité, dans d'autres cas, être construit comme un problème. Dans mon cas, c'était le fait d'être arabe. Tu vois, genre, les copains qui étaient vivaient, avec prise, les copains asiatiques avec un autre prise, les copains qui étaient sur mal avec un autre prise. C'est juste que dans mon cas, moi, je parle de ce que je sais, de ce que j'ai vécu, et c'était vraiment ça, le marqueur, où à partir de l'âge adolescent, je dis, ah ouais, je fasse attention quand je vais au supermarché, quand je vais au magasin, une blague toute simple. Quand tu vas à Decathlon avec tes potes, que t'es arabe ou noir, tu sais que le vigile va être là, il est disponible pour toi. Tu vois, donc t'avais même des fois des vigiles qui nous suivaient dans le magasin, être capable d'anticiper ça et de te poser la question avant de rentrer dans un magasin de qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont me suivre, est-ce que je peux faire mes courses normalement, ou est-ce qu'il faut que j'essaie de rassurer le vigile qui a la même couleur de peau que moi. Bah ça c'est des nouvelles questions que tu te poses que en tant qu'adolescent et que en tant qu'enfant tu vois pas encore. Oui, et puis il y a aussi toutes ces perceptions que les gens ont, qu'elles soient fondées ou pas. Tu as essayé d'aller dans un Décathlon avec un costard parce que peut-être qu'on ne te suit pas, tu vois, si on te perçoit comme étant cadre supérieur. Mais là, à cette époque-là, tu pouvais peut-être pas te l'offrir, non? Là j'ai envie de dire la seule fois où je suis allé au Décathlon en costume, on m'a pris pour le vigile. Donc, passe d'un stéréotype à un autre stéréotype. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est pas pour rien si les fonctions de ménage, les fonctions de sécurité et le traitement d'un certain type de client va être influencé par le fait que bah tiens ils ont tel profil et telle couleur de peau et donc ils fit en fait dans une idée catégorielle stéréotypée qu'on se fait d'eux. Et donc t'auras plus tendance à être pris comme le vigile du magasin plutôt que comme un cadre qui a sa pause et qui est venu acheter du matériel de sport pour ses activités du week-end. J'espère que ça a changé depuis, mais en tout cas, c'était vraiment le vibe à ce moment. Ça marche. Juste pour faire un petit zoom sur ce point-là qui est important, est-ce que ça fait partie des choses qui t'ont motivé à t'engager dans le monde associatif et au sein du CCIF en France? Parce qu'au bout du compte, tu as vécu ce type de choses dans ta vie personnelle. La discrimination. Pas vraiment à ce moment-là. Pas vraiment à ce moment-là pour une raison précise. C'est que, en vérité, au niveau individuel, dans mon cas personnel, la discrimination ou le ciblage, il est qu'une information. Ça ne me définit pas. Et donc j'anticipais, je dis, bah, tiens, si je dois sortir et passer par tel endroit, faut que je fasse attention parce que la Gare du Nord, il y a de très fortes chances de choix. Châtelet, ça va être pareil. C'est mieux que je circule dans Paris en vélo. Ça va m'éviter beaucoup plus de contrôle. Mais tu vois, au fur et à mesure, dans ma tête, d'ingénieur en devenir ou bien de quelqu'un qui allait s'orienter vers une carrière scientifique, pour moi, tout devait être rationnel et c'est juste en fait une information utilitaire. Le fait qu'on me vise en tant qu'arabe ou en tant que garçon qui a grandi dans une banlieue ou autre,
Ça, en fait, c'était juste une info. Comment je contourne au niveau individuel pour que jamais ça me cause du tort. Au contraire, que j'ai même des opportunités parce que je parle plusieurs langues, parce que j'ai une ouverture sur le monde. Mais c'est beaucoup plus tard, en voyant la situation qui a affecté d'autres personnes, que je me suis dit, attends, je vais pas regarder comme si de rien n'était. Au niveau individuel, je sais, j'ai appris durement, mais grâce à l'éducation de mes parents, comment contourner ces situations, comment enjamber l'obstacle, comment jamais me laisser prendre en défaut. Mais je vois que c'est pas uniquement moi qui suis une question, c'est des millions de personnes. Et la plupart de ces personnes, elles ont pas les outils pour se défendre, elles ont pas la capacité de le faire d'elles-mêmes. Et il y a des gens qui souffrent et qui sont vraiment profondément affectés par ça. Il va falloir faire quelque chose. Peut-être que quand on me demande de l'aide, quand on me demande du bénévolat, peut-être que je peux répondre présent cette fois-ci et aider à ma modeste échelle. Ça marche. Et quel conseil tu pourrais donner à ces personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis et qui, peut-être aujourd'hui, vivent ce type de choses en France? Première, c'est comprendre, à la fois sur le plan psychologique, sur le plan personnel, que tu n'es pas défini par ça, en fait. Tu n'es pas ce que dit de toi tel ministre, telle extrême droite, telle association de bidon, tel lobbyiste, tel commentateur politique qui a construit sa carrière sur le fait de salir les Noirs, les Arabes, les migrants, les musulmans. Ça ne dit rien de toi, en fait. Ça dit tout de cette personne-là, de ses intentions politiques et de son niveau. Donc ça, c'est la première chose, pour pas qu'on commence à se regarder dans le miroir en me disant, ils disent qu'on a un problème, peut-être qu'on a un problème. Parce que ça, en fait, c'est l'impact le plus profond, le plus dévastateur, va avoir une racine, cette expression, point barrant. Ensuite, de prendre, en fait, les situations de discrimination ou les blocages comme des informations. Et de dire, OK, là, en fait, c'est en tant que moi qu'on essaie de me bloquer dans cette opportunité d'emploi, dans cette bourse de recherche. Là, c'est en tant que femme à qui on le droit ou la possibilité, la compétence de participer à tel type de mission, tel type d'activité culturelle, sportive, environnementale ou autre. Je vais pas me laisser intimider, mais je vais essayer de voir quelle stratégie mobiliser pour ne pas être lésé, pour ne pas être bloqué par ça. Au niveau individuel, au moins, on est des parcours, on arrive au bout de nos projets, on peut formuler des objectifs, des ambitions, et prendre en compte ça le plus tôt possible, pour pas être bloqué. Mais ensuite, au niveau collectif, ça n'enlève pas la responsabilité de se dire, OK, c'est pas parce que moi je suis passé entre les mailles du filet au niveau individuel que le problème a disparu. Donc, qu'est-ce que je fais, sachant ça, pour aider les autres? Et si on a ce mécanisme-là, où on n'est pas atteint psychologiquement, spirituellement, personnellement, par le racisme, on jette ça comme une information et on arrive à la contourner. Mais en même temps, on n'évacue pas la responsabilité collective de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait dans le milieu associatif? Qu'est-ce qu'on fait pour tendre la perche à des gens qui cherchent un emploi? Qu'est-ce qu'on fait pour pistonner les gens qui ont notre religion ou notre couleur de peau? Mais du moins, ne pas exclure les gens parce qu'ils l'auraient pas, en fait. Parce qu'ils ne ressembleraient pas. Et ne pas reproduire, en fait, les mêmes mécanismes de racisme et de discrimination que nous-mêmes on a subi à un certain moment de parcours. Voilà les conseils que je donnerais pour des gens qui se posent des questions là-dessus. Barakallahu fik. Donc on poursuit. Après, je vois 8 ans au platine. Donc ça m'avait un peu fait sourire, je t'avoue. Donc une sensibilité à l'art, en fait, dès ta jeunesse au hip-hop. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Qu'est-ce que En fait, Ouais, je t'en prie. il y avait deux trucs qui me plaisaient en particulier. D'abord, c'était les textes, en fait. Il y a une catégorie d'artistes du rap que j'apprécie particulièrement pour leurs textes, de réfléchir. Je suis pas issu d'une culture des livres, j'étais issu d'une culture des séries télé, des films, des dessins animés et de musique. Le fait d'avoir des textes qui me sont accessibles, c'était la première fois que ça posait des questions politiques, des questions de société. Ça m'intéressait. Et en particulier, des questions qui me touchaient. Il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait La Rumeur, qui parlait de la situation des fils d'immigrés qui sont entre deux chaises, qui se posent des questions pour lesquelles les parents ont des ambitions, mais en même temps on espère rentrer au bled à un moment donné. Tu vois, c'est comme si ça venait me percuter individuellement et personnellement dans les discussions que j'avais à l'époque avec mon père. Donc ça, c'est la première composante.
Et après, le DJing, à l'époque, au platine, il y avait toute une discipline, on appelle le turntablism, mais il y avait le scratch et passe-passe, et en gros, c'était très technique, en fait. Donc, ce côté technique, un peu en retrait, j'aimais beaucoup à l'époque. Ça m'a pris énormément de temps dans ma vie. Il y a quelques petites choses positives qui en sont ressorties. Bon, à un moment donné, j'ai fait un gros rééquilibrage en termes de temps et pas forcément dans mes environnements de permis d'être. Ça marche. Je trouve que c'est quand même intéressant toutes ces choses parce que souvent, quand on grandit, on a tendance à construire son estime de soi par rapport aux critères de réussite de la société que sont typiquement la réussite scolaire. Et je crois que quand on fait du sport ou on s'essaye à l'art, on apprend beaucoup plus sur soi et peut-être qu'on peut participer à finalement construire une estime de soi qui est peut-être plus positive si on ne trouve pas forcément sa place à l'école, par exemple. Donc, est-ce que tu recommanderais justement aux jeunes de pas juste faire un focus sur l'école qui est quand même fondamentale et qui est essentielle pour l'ascension sociale et pour l'éducation, etc., mais également de s'essayer à plusieurs choses pour en apprendre sur soi, pour se découvrir et voir de quoi on est fait au bout du compte? Déjà, de manière générale, j'ai gardé l'idée qui a été confirmée pendant ma vie et dans mon rapport à l'éducation vis-à-vis de mes enfants que, en fait, il y a une fondation qui est centrale. C'est le sens de la vie. De se poser le plus tôt possible et de poser à ses enfants. C'est quoi le sens de la vie? On est là, quoi faire? Et quand on décide de faire quelque chose, de dédier du temps à quelque chose, quel sens ça a? C'est quoi le but de ça? Et il peut y avoir, comme tu le disais, une dimension exploratoire à ça. C'est-à-dire que j'apprends les sciences. J'ai pas un but technique immédiat, applicable immédiatement, mais ça m'intéresse. Et je veux découvrir par moi-même à quoi ça ressemble, c'est quoi les questions que ce domaine peut poser. Dans le champ artistique, dans le champ de l'affect, pareil. Mais tous les arts ne se valent pas, tous ne vont pas avoir la même dimension de message, la même dimension éthique, même au sein des arts. Il y a un monde entre écrire de la poésie et faire de la musique. Il y a un monde entre faire de la bande dessinée et écrire des textes. Il y a un monde entre de la calligraphie et du graffiti. Il y a des arts, en fait, il va avoir une dimension de message qui est différente. Pas du monde, voilà. Juste que, d'un point de vue de la qualité des messages qui peuvent être adressés, de la nuance des messages qui peuvent être adressés, de la compatibilité avec l'éthique qu'on peut avoir sur le plan islamique. Tous les arts ne se valent pas. Et tous n'ont pas la même dimension, et le même équilibre entre le message qu'on essaie de faire passer, les émotions que l'on produit, ce que ça produit sur nous, en tant qu'auteur, en tant que dessinateur, en tant que créateur de contenu, ce que ça produit sur les gens, parce que moi, ce que je veux, si je touche à des choses artistiques, c'est éveiller les consciences et toucher le cœur des gens. Pas les faire se secouer, où leur famille les attend et perdre leur temps, leur appeler des gros mots, ou leur faire passer des idées néfastes. Donc même de ce point de vue des arts, il y a des questions éthiques à se poser. Et puis, pour terminer, vraiment un équilibre entre, on va dire, 4 composantes par registre de priorité décroissante. La première composante, ça va être l'éducation au sens, donc les questions spirituelles, questions religieuses, que les gens aient une bonne fondation de se dire, ouais, ma vie, elle a un sens. Il y a un pourquoi des choses. Il y a une notion du bien et du mal, et une manière de se comporter dans le monde dans lequel on vit. Et il y a un sens de la mission, de faire du bien tout au long de notre vie, d'essayer d'être quelqu'un qui apporte quelque chose de positif, pas quelqu'un qui prend et qui cause du dommage. La deuxième, c'est la fondation rationnelle, analytique, scientifique. Comprendre le monde, comprendre son fonctionnement, comprendre des systèmes, comprendre des équilibres biologiques, environnementaux, économiques, avoir une grille d'analyse qui permet de poser une question, n'importe laquelle, et de rechercher en fait la solution, de rechercher la réponse à cette question d'une manière structurée. Troisième chose, ça va être toucher à toutes ces choses exploratoires qui vont être, on veut dire artistiques au sens très large du terme, parce que pour moi la cuisine c'est une forme utilitaire et artistique à la fois. Le dessin, l'architecture, la construction,
c'est le cas aussi. L'artisanat, c'est le cas aussi. La poésie, c'est le cas aussi. L'écriture, la production d'images, le dessin, c'est le cas aussi. Donc avoir en fait une partie, une espèce de petit jardin personnel où on va explorer le monde d'une manière différente que la sphère rationnelle qu'on a évoquée précédemment. Et la dernière, en fait, c'est les activités physiques. En fait, avoir des activités sportives, se promener dans la nature, voyager, nager, découvrir le monde, en fait, de manière tactile, découvrir le monde avec ses sens et pas uniquement devant un écran. Et vous allez voir que si vous avez ces 4 composantes-là, en général, vous grandissez et vous vous sentez beaucoup mieux que si c'est déséquilibré. C'est cette notion d'équilibre aussi que je recherche. Voilà. Super. Alors ensuite, un focus sur les études et un diplôme d'ingénieur en mathématiques et en statistiques, c'est bien ça? Oui. Donc, Et ouais, ensuite, c'est ce t'en que j'ai prie, étudié, c'est ce que j'ai étudié. ça marche. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu es entré dans le monde du travail et il y a eu une forme de désillusion ou un alignement qui n'était pas vraiment présent entre tes valeurs et ce que tu as un peu observé et qui a fait en fait l'objet d'un livre, Full Express. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, en fait, il y a une collision entre deux dynamiques. La première dynamique, c'est, en fait, on a l'impression que quand on fait des études, on est dans des rails, en fait. On essaie d'aller vite sur ces rails-là. On a en ligne de mire un objectif professionnel et il faut réussir les études pour réussir son entrée sur le marché du travail. Et ensuite, dans l'entreprise, il faut réussir pour avoir une promotion, puis une étape, puis une étape, puis une étape. Donc, t'as cette espèce de dynamique ascendante du point de vue socio-économique qui est rarement questionnée. Et c'est accentué pour des familles qui sortent de la pauvreté, qui sont sortis récemment de la pauvreté. Parce que du coup, en fait, le rapport aux études et le rapport au travail, c'est quelles études je dois faire pour décrocher un travail, quel travail je dois avoir pour mettre ma famille à l'abri du besoin au sens littéral du terme. Et donc, puisque nos parents ont connu la pauvreté, ou nos parents sont sortis de la pauvreté, la mission immédiate, c'est comment est-ce qu'on met tout le monde à l'abri. Donc, les études, elles ont, dans un premier temps, cette fonction utilitaire de dire, attends, non, je suis pas là pour faire de l'art ou de la philosophie. Je suis là pour décrocher un travail, et ce travail, il faut qu'il paye, parce que j'ai pas le luxe, moi, de me poser des questions de confort ou de m'interroger sur des choses qui n'ont pas une utilité immédiate dans la situation de ma famille. Donc, ça, c'est la première dynamique. La deuxième dynamique, c'est, en fait, justement, les questions de sens que tu poses, à savoir, pourquoi on est là? C'est quoi le bien et le mal? Quel est l'impact de ce que je fais dans le monde dans lequel je vis? Et ces deux questions-là, en fait, pour beaucoup de professionnels qui arrivent sur le marché du travail, en fait, elles se cognent l'une à l'autre. Parce que dans mon cas, quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'était exactement ça, en fait, le raisonnement. Le raisonnement, c'est il faut qu'on soit à l'abri. Pour être à l'abri matériellement, il faut qu'on ait de l'argent. L'argent, il est où? Il est dans les banques. Bah, en fait, il faut que je travaille dans les banques. Donc, il faut que que j'ai une carrière scientifique dans les banques et dans les diplômes qui sont disponibles, dans les études qui sont disponibles. Être ingénieur en mathématiques appliquées, notamment en finance, c'était le plus court et le plus efficace chemin vers une carrière en finance et dans la banque qui te met à l'abri et qui met ta famille à l'abri. Sauf que quand tu arrives sur ce marché-là, tu réalises que, en fait, les questions éthiques, mis à part sur le site internet de la banque pour dire que ils sont socialement responsables dans le fonctionnement au quotidien, t'en as très peu, du moins à l'époque et dans le marché, dans le métier où j'étais, en salle de marché. Il y avait pas d'éthique sur le plan humain parce que les gens, ils étaient soit un centre de coût, soit un centre de profit. Il n'y avait pas d'éthique sur le plan de l'activité, puisque tout ce qui comptait, c'était gagner de l'argent, peu importe en fait les conséquences sur le monde dans lequel on vit. Il n'y avait pas d'éthique environnementale, parce que tu vois, les choix dans les stratégies de trading, il n'y avait pas de variable qui disait de sauver la banquise. Il y avait investi dans tel domaine, peu importe les conséquences environnementales. Et il n'y avait pas d'éthique, même sur le plan géopolitique, parce qu'en fait les choix économiques que les banques faisaient à travers une stratégie d'investissement et de trading n'avaient aucune considération
pour les États et les pays que ça déstabilisait en bout de course. Donc, tu vois le tiraillement, en fait, entre ce que tu fais pour recevoir un chèque à la fin du mois et tes 5 prières à faire par jour, qui sont 5 occasions de poser la question de attends, qu'est-ce que je faisais là pendant les 2 dernières heures et quel impact ça avait? Parce que pour moi, ces écrans-là, c'est pas un jeu vidéo, en fait. C'est connecté au réel. Donc, ça porte une responsabilité. Et c'est ce qui me fait quitter au finalement. Oui, je crois que c'est même des questions qu'on peut se poser dans d'autres secteurs, hein, comme celui du militaire ou du tabac, et pas juste le financier. Tu parlais au passé, tu penses pas que toutes ces choses sont quand même d'actualité aujourd'hui? Qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution majeure de ce point de vue-là? Elles le sont toujours, malheureusement. Mais il y a aussi toute une génération de professionnels qui a essayé de développer et d'inventer autre chose. Là, maintenant, si tu interroges les gens qui ont, on va dire, entre 18, 25, 18, 30 ans, donc qui sont soit dans leurs études, soit qui arrivent récemment sur le marché du travail, tu vas voir que la dimension éthique et la question de l'impact de ce qu'ils font, c'est plus une question périphérique, c'est une question centrale pour eux. Et eux, ils ont vis-à-vis des entreprises le discours de dire, quand ils atteignent un niveau de compétence et d'études suffisant, de dire ah, attends, c'est pas cette fois-ci le jeu il est inversé, c'est pas toi qui me choisis, c'est moi qui choisis dans quel domaine j'ai envie de travailler et ce que j'ai envie de faire. Mais il y a suffisamment d'opportunités dans ces domaines, et il y a maintenant suffisamment d'opportunités d'être autonome et à son compte pour que j'ai le luxe de choisir de la même manière que mes parents n'avaient pas forcément le luxe de choisir. Donc ça, c'est quelque chose qui est une démarche ascendante. Aussi, du point de vue des consommateurs, il y a eu une éducation, une responsabilisation au fur et à mesure, ou ne serait-ce que c'est pas encore idéal. Mais sur le plan de l'alimentation, par exemple, ça fait partie des discussions de se dire qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je fais manger à mes enfants, comment est-ce que je vais cuisiner ça, quel est l'impact de ce que je fais dans notre agriculture. Ça commence à être le cas. C'est vraiment encore un cheminement dans les autres domaines, que ce soit la technologie, la santé, la finance, même s'il y a des initiatives, on est encore très, très, très loin d'un marché mature où, en fait, toutes les entreprises sont obligées de composer de manière transversale avec des enjeux éthiques et des enjeux environnementaux, des enjeux socialement responsables, qui doivent devenir complètement transversaux et structurels aux entreprises. C'est loin d'être le cas. Ok. Alors justement, j'ai évoqué ton livre et dans la description de celui-ci, il y a une phrase que je vais citer. Oui, j'aimerais bien que tu puisses rebondir là-dessus. Tu dis à un moment donné, en fait, on m'a dit des tas de choses pour m'aider, m'inciter à réussir. Pour m'aider et m'inciter à réussir, c'est bien ça. Le seul problème, c'est que personne ne m'a jamais dit ce que voulait dire réussir. Alors justement, c'est quoi ta conception de la réussite? La conception de laquelle je partais, c'est la réussite, en fait, c'est la reconnaissance socio-économique, en fait, euh, que d'autres nous assignent et que nous, on prend en charge. Que nous-mêmes, on avait une idée de bah tiens, j'aurais réussi quand j'aurai X milliers d'euros par mois et que j'aurai une maison à moi, une voiture qui me plaît et c'était vraiment principalement axé en fait sur cette échelle socio-économique, cette situation de confort matériel. C'est tellement réducteur parce que la plupart des gens qui ont déjà ça, ils ont les mêmes problèmes que les gens qui les ont pas alors, sans avoir les problèmes de la pauvreté et de la précarité. Donc c'est une définition défaillante, mais c'est une définition qui dépend trop également en fait du regard des autres. Donc il faut une meilleure définition de la réussite. La définition que je me fixe individuellement, c'est d'être aligné en fait entre la manière dont je vis et la manière dont je vais mourir. Ça peut paraître grave de dire ça, mais j'ai envie que au moment où Dieu me rappellera, au moment où j'expirerai mon dernier souffle, rétrospectivement, on puisse me dire, et je puisse me dire, j'ai essayé. J'ai essayé autant que je pouvais de faire un peu plus de bien que de bêtises. J'ai essayé d'être cohérent entre ce que je disais à mes enfants de faire et ce que moi-même j'essayais de faire. J'ai essayé de respecter mes parents et de leur rendre ne serait-ce qu'un millionième de ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai essayé. Et si j'arrive à trouver de la cohérence entre ça, je considère que j'aurais réussi. Le fait de pouvoir, après, de manière très égoïste, prendre du temps avec ma famille, faire des choses que j'apprécie,
pouvoir me regarder dans la glace en disant, bah, tu vois, je sais pourquoi j'ai pris telle décision et je l'assume. Je me reconnais là-dedans. C'est pas parfait, mais je vois à peu près le raisonnement et les valeurs que j'ai essayé de pousser dans ce sens-là. Ça, pour moi, c'est une réussite. Le fait d'être capable, de définir un projet et pas à pas d'aller au bout du projet et d'être pas limité par les moyens, par les contraintes, les situations adverses, ça, pour moi, c'est une réussite. Le fait d'être capable d'identifier une situation d'injustice et de me dire, en vérité, je suis complètement si on n'a strictement rien. Je sais que avec du travail, avec des efforts, avec de l'acharnement, avec la bonne intention, on va être capable de faire bouger des personnes, des centaines, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, des gouvernements, remettre des ministres à leur place, changer des lois, créer des dispositions pour plus de justice sociale ici, pour plus de justice économique là, pour améliorer la vie des gens. Ça, pour moi, c'est une notion de réussite. Et c'est pas en lien avec ni le statut, ni la reconnaissance qui va avec, mais avec le sens profond des choses et avec l'alignement entre ce que l'on fait du temps qui nous est imparti et les objectifs, les valeurs de long terme, les horizons qu'on essaie de viser au cours de notre vie, le sens que l'on astreint à ça. Non. Et je crois que ce que tu évoques ici, c'est très important et ça touche non pas juste les musulmans en Occident, mais tout musulman de manière générale. Et c'est de trouver véritablement sa place, servir Dieu, être cohérent par rapport à sa foi, sa religion, mais en même temps vivre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et trouver tout cet équilibre, quoi. Justement, en parlant d'équilibre, tu es père de famille aujourd'hui, c'est bien ça, et que tu as tes propres activités. Comment tu le trouves cet équilibre? C'est une question que je voulais te poser à la fin, mais là, tant qu'on y est, elle me vient tout de suite à l'esprit. Comment est-ce que parce que j'ai vu que tu donnais des conseils en matière de gestion de temps et toutes ces choses-là sur Instagram. Et d'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous écoutent, qui souhaitent en savoir plus à se reporter aux réseaux sociaux de Marouane. Je vais tout mettre tout ça en description, Inch'Allah. Comment tu trouves un équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, tes engagements et tu as parlé de cuisine, j'imagine que c'est quelque chose sur lequel tu es passionné aussi? Ouais. Moi, je suis père de 6 enfants. Donc, en termes d'équilibre, Inch'Allah. j'ai trouvé le sens de mes priorités. Mes priorités, c'est mon épouse, mes enfants, mes parents. Donc, c'est ça qui est central dans ma vie. Le reste, je le fais. J'essaie de l'équilibrer correctement, de donner à chaque chose le temps qu'il faut, la disponibilité qu'il faut, l'effort et les ressources qu'il faut. Mais j'ai pas trop d'hésitation dans mes priorités. Donc, c'est family first. Et le reste viendra après, le travail, les engagements associatifs, les engagements culturels et tout ça. Et dans la famille, surtout le projet familial, avec sa dimension religieuse, culturelle, éducative, sociale, des biens qui nous lient. Oui, cet équilibre, je pense que porte-à-tâtonnement, mon épouse et moi, on l'a trouvé au fur et à mesure. On a essayé d'organiser notre famille comme ça. Honnêtement, à ce moment-là, je suis plus heureux du monde. Donc j'ai vraiment le sentiment que tu évoquais d'avoir trouvé le bon équilibre, le bon rythme, la bonne situation, la bonne organisation. Et je suis très conscient que c'est un privilège rarissime d'avoir ça, d'être en paix avec ses choix, d'être serein, d'être heureux et reconnaissant. Je suis très conscient du privilège. Et tu évoquais la question de la cuisine. En fait, chez nous, c'est pas un petit truc, en fait. C'est pas un petit truc dans le sens où, puisqu'on est 8 à la maison, c'est jamais un petit truc. Tu gères 3, 4 repas par jour. Ça veut dire, en fait, t'as le début d'un restaurant, en fait. Tu vois, t'as J'imagine, ouais. 25 repas par jour à préparer. Et après, ce qu'on a reçu de nos parents, c'est aussi que la cuisine et le rapport à la nourriture, il est aussi, en fait, un cadre éducatif. Donc, t'apprends tout avec la nourriture. T'apprends à pas gaspiller. T'apprends combien coûtent les choses. T'apprends à partager. T'apprends l'hygiène. T'apprends comment te comporter, comment respecter les choses. T'apprends à te poser des questions sur le monde, de comment cette nourriture elle est arrivée là, comment est-ce que je l'ai et d'autres personnes ils l'ont pas. T'apprends la précision en pâtisserie parce que c'est de la chimie, il faut respecter des processus très précis. Et t'apprends l'art aussi parce que dans la partie cuisine, des fois, les recettes, elles sont beaucoup plus flexibles et ça va être plus une question de goût et d'exploration. T'apprends la subjectivité parce que quelque chose que toi t'aimes,
bah, les autres vont pas forcément l'apprécier, donc tu fais pas forcément le même plat quand t'as envie de 20 personnes, t'as envie de 34 personnes. Donc, ce rapport à la cuisine, chez moi, il est très clair et très important. Et ça fait partie des meilleurs moments de ma vie quand je passe, je crois, 3, 4, 5 heures à la cuisine. Même si les gamins, après, ils vont s'asseoir, ils vont tout dire en 5 minutes. Tu dis, ah, en vérité, vous, ça sert à rien, en fait, de faire vraiment chez pour. Mais si, ça, parce que tu les prends de la cuisine, tu leur apprends, et au fur et à mesure, après, tu vois, ils apprennent à s'organiser, à nettoyer, à gérer les stocks, à faire les listes de courses. Et pour moi, c'est vraiment un des moments les plus importants en famille. C'est quelque chose qui nous sert et d'un point de vue de l'éducation aussi, à faire passer des messages, à faire passer des valeurs, autrement qu'avec des discours, en fait, avec des gestes. Ça marche. Et pourquoi pas partager tes recettes favorites sur Instagram? Ouais, peut-être, peut-être un jour, mais il y a des trucs sur lesquels je suis vraiment exigeant. Tant que j'ai pas atteint le niveau que je veux dans tel plat ou telle recette, je vais pas aller dire, ah ouais, et après, les recettes que j'ai, c'est pas forcément les trucs, de TikTokers, TikTokeuses, ultra visuels, je prends une photo tout au long. Là, j'ai pas encore trouvé le process pour arriver à faire quelque chose de bon, quelque chose de chaud, et il y a quelque chose de partageable sur les réseaux, et ça, c'est pas encore le cas. Mais C'est du boulot, ouais. pour voir. Ça marche. Donc, pour revenir sur ton parcours, tu as mis la finance de côté et ensuite tu t'es engagé dans le monde associatif. Qu'est-ce qui t'a poussé au bout du compte finalement à revenir en France et à devenir porte-parole du CCIF? Quelle a été la jonction, la transition entre Malouane ingénieur et Malouane engagé au sein du CCIF? Tu as un peu évoqué ce sujet déjà au début, mais je vais te laisser le développer. Déjà, c'était pas du jour au lendemain. En vérité, pendant la plupart du temps que j'ai passé le CCIF, j'étais encore ingénieur pour une société de conseil qui comprenait ce que je faisais dans le milieu associatif, qui soutenait ce qu'on faisait aussi, qui me disait, bah tiens, Marlon, on a vu ce que tu fais pour cette assoce et avec cette assoce. Non seulement on te soutient, tu peux aménager ton planning pour gérer ça. Tant que tu rends les bons résultats, les bonnes analyses, les bonnes maths, tu peux continuer à faire et tu t'organises comme tu veux. Donc ça, c'était vraiment aussi un bienfait, un privilège que j'ai eu. J'ai jamais eu à choisir entre ma carrière pro et l'engagement associatif. Après, le CCIF, Euh, est-ce- Excuse-moi, Marwan, juste un instant sur ce que tu dis, puisque c'est très important, mais ne penses-tu pas que c'est dû à ton profil international également, que tu as pu jongler sur ces deux volets? Parce que j'imagine mal un Marwan qui est ingénieur dans une boîte de conseil française, mais qui en même temps porte-parole du CCIF, compte tenu du c'est le contexte en cas. France. Non, c'est très juste. C'est très juste. Et dans les deux sens, Oussama. Dans le sens où, parce que mon entreprise était internationale, elle n'avait pas la vision étriquée que certaines entreprises pouvaient avoir en France. Donc, la notion d'avoir des engagements en dehors du travail, c'était pas un tabou. Au contraire, c'était quelque chose dont ils étaient fiers et pour lequel ils me félicitaient. Et en même temps, le fait que j'ai commencé en tant que bénévole au CCIM, ce pourquoi ils m'avaient demandé de l'aide à l'époque, c'était de traduire un discours. Donc c'est littéralement parce que je parlais plusieurs langues que j'ai pu avoir une opportunité de donner quelques heures. Sauf que bah, j'ai donné quelques heures. Et après, je me suis rendu compte que la situation elle était plus grave que je ne l'avais imaginé. Et au fur et à mesure, je me suis impliqué de plus en plus. Mais effectivement, tu as raison de le souligner. C'est parce que j'avais accès à plusieurs langues et parce que j'évoluais déjà dans un milieu culturellement un peu plus ouvert, avec un calibre international plutôt que uniquement franco-français, que j'ai eu ces opportunités, et que j'ai été relativement préservé, encouragé et soutenu dans cette démarche-là. Ça marche. Et du coup, pourquoi cet engagement au sein du CCIF? C'est venu naturellement? Parce que tu as pris de C'est plus en plus de responsabilités, je crois. c'est pas venu naturellement. Parce que la première fois qu'on m'avait parlé du CCF, je dis, franchement, j'ai pas le temps, en fait. À l'époque, je devais partir à Tokyo pour m'installer avec mon épouse. Donc, j'ai répondu poliment que, ouais, bon, je pense que la France va droit dans le mur. Du moins, à l'époque, c'est ce que je voyais, c'était en 2003. Et quand je vais à Tokyo avec mon épouse, là, pour mon travail, j'ai pas le temps de m'investir associativement. Quand je suis revenu plus tard en France, euh,
En gros, j'ai accepté initialement de donner quelques heures, comme je le disais, pour traduire un discours, relire un rapport. Mais une fois que tu vois, tu peux pas te dévoir, en fait. Une fois que tu vois la gravité des situations, tu ne peux littéralement pas regarder ailleurs. Parce que ça te percute, en fait. Si c'est grave encore que ce que j'avais imaginé. Ça touche des enfants, des personnes âgées, Tu peux donner des quelques mères, exemples, des s'il te pères de plaît? famille. Oui. T'avais, dans les dossiers, par exemple, euh, un enfant, euh, et la prof, en fait, à chaque fois, se moque de sa mère en classe. Et tu te dis, mais... Et après, quand le petit va dire à la directrice va soutenir la prof, et au fur et à mesure, sur plusieurs mois, ils vont mettre le gamin et sa sœur sur la touche, en créant, en fait, toute une polémique, en disant que le petit a des problèmes psychologiques, c'est sûrement qu'il nous maltraitait à la maison, comme les parents ne parlent pas français à l'époque, ils étaient de nationalité américaine, d'origine égyptienne. En fait, ils avaient pas les moyens de se défendre et de comprendre même, en fait, la nature des accusations qui étaient portées. Ce dossier-là, en fait, j'avais dû m'y impliquer parce qu'en fait, les juristes du CCIF avaient besoin d'un arabophone, traduire ne serait-ce que qu'est-ce que les parents vivent, qu'est-ce que les enfants vivent à l'école. Donc ça, c'est un dossier qui m'a touché particulièrement parmi les premiers dossiers dont j'ai eu connaissance au CCIF. Le fait que il y avait une famille en Île-de-France, une grande famille, euh, et le grand-père en fait qui était propriétaire de la maison. En fait, à un moment donné, ils se sont fait perquisitionner injustement. Ils leur ont saccagé la maison. Quand je dis saccagé, genre ils ont retourné la maison, ils ont traumatisé tout le monde parce qu'ils ont défoncé la porte. Il y avait des hélicos, ils ont fait sortir les gamins sur le rebord, en fait, sur le bord du trottoir. Ils ont fait asseoir les enfants sur le bord du trottoir pendant que tous les voisins regardaient. Et quand on est parti recueillir le témoignage du papa, qui voulait pas en vérité, il voulait même pas déposer plainte, ou il voulait même pas un recours. À un moment donné, ça se passait un été, et à un moment donné, le vent bouscule la fenêtre et ça tape un peu. Et là, tout le monde sursaute et il part en pleurs, en fait, parce que ça leur a rappelé, en fait, le trauma de quand ils ont défoncé les portes. Juste le bruit des fenêtres qui claquent. Et le pire, c'est que quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient perquisitionné des innocents pour strictement rien, qu'ils avaient complètement outrepassé leurs droits et le mandat, en fait, ils avaient la charge, le responsable de l'équipe qui avait perquisitionné, il a regardé parmi les officiers, il est parti chercher celui parmi eux qui est arabe, et de lui dire, bah tiens, tu vas voir le page, tu vas lui dire qu'il fait pas d'histoire. En se disant, si c'est un arabe comme lui qui lui dit de pas faire de vagues, il va pas faire de vagues. Donc tout était pourri, en fait. Le ciblage de cette famille, la manière dont la perquisition a été conduite, l'humiliation, la destruction, le trauma que ça génère, et même l'instrumentalisation d'un policier par un autre, juste parce qu'en fait, il l'a racialisé. Il s'est dit, ouais, un arabe comme lui, ça passe. Hein. Et il va pas faire de vagues. Donc, l'utilisation de l'un, injustement, pour traiter l'autre, injustement, ça, c'était le genre de dossier qui me montait complètement en l'air. Parce que cette mécanique de, on va utiliser un noir pour marginaliser un autre noir. On va utiliser une arabe pour exclure une arabe. On va utiliser le vigile, criminaliser les gamins. On va utiliser Rachida Dati pour virer Marwan Belazar. On va utiliser les policiers arabes pour faire la police dans les quartiers. Ces mécanismes-là, ça me rentrait dans le cerveau. Et je me disais, genre, tu peux pas regarder ailleurs, en fait. Je peux pas faire comme si j'avais pas vu. Je peux pas grandir et faire grandir des enfants dans un pays où ça se passe comme ça. Je dois, je peux essayer de m'engager, de m'impliquer, au moins essayer de faire changer les choses. Ça marche, c'est très clair. Alors justement, avant de revenir sur l'islam et la France, parce que c'est un des sujets que je voulais évoquer avec toi, bien sûr, sur la France en particulier. Donc, tu as participé récemment à un podcast dont le titre s'intitule « Faut-il quitter la France avant 2030 ?» qui déjà pose le ton. On sent bien que les choses vont pas très bien dans le pays. Et là, c'est quelle que soit la confession religieuse ou quoi que ce soit, c'est de manière générale, objectivement, endettement, pauvreté, chômage, etc. Le bilan, il est pas très positif. Est-ce qu'on peut parler d'un déclin, selon toi, et quel diagnostic fais-tu en fait de la situation de manière générale?
pas à travers le prisme de ta confession religieuse ou d'une communauté en particulier, mais juste de manière générale. Où va la France, quoi, aujourd'hui, quoi, selon toi? T'as véritablement, là, maintenant, sur le plan objectif, une situation de déclin que la France traverse, sur tous les plans. Un déclin économique. Il n'y a plus, mis à part les entreprises de richesse, du luxe, qui ont même pas, en fait, de croissance structurelle. C'est leur public et leur clientèle qui grandit, donc forcément leur marché grandit, mais il n'y a pas de nouvelles marques, de nouveaux produits dans le luxe. Le fait que la santé soit dégradée, le fait que l'éducation soit dégradée, le fait que la sécurité soit dégradée, ça c'est des signes profonds et structurels de déclin. Le fait que la voix de la France sur le plan géopolitique ne porte plus rien, en fait. La dernière fois que des gens à travers le monde ont été fiers ou soutenu la position française, c'était Dominique de Villepin à l'ONU qui nous demandait à ce qu'on ne parte pas en guerre contre l'Irak encore une fois. Mais ça date d'il y a 20 ans. Ça vous donne une idée à peu près de c'est quand la dernière fois que la France avait un discours qui se tenait à l'international. Mais là, partout où tu vas dans le monde, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique, la parole française ne vaut strictement rien. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le cas général, la France a une image coloniale. C'est plus qu'une image, c'est une présence coloniale, une influence coloniale, un soutien à des politiques coloniales. Et le dernier en date, c'est le génocide à Gaza, où la France a offert un chèque en blanc à Israël. Et c'est que quand la communauté internationale a mis en cause Israël, quand ils ont été traduits, ils ont été visés par des mandats d'arrêt internationaux, que très timidement, la France a commencé à dire, ouais, peut-être que, en fait, les enfants, à la peine de les bombarder par milliers. Mais ça démontre, en fait, la fragilité, la faiblesse, en fait, de la position française, y compris sur des questions qui devraient faire consensus, comme ne tuez pas les enfants. Ça, en fait, c'est des indicateurs très profonds, et d'autant plus profonds que la France capitalisait là-dessus, en fait. La France avait une bonne image internationale, la France avait une voix qui portait, une influence. On peut avoir une critique très profonde de la manière dont cette influence était utilisée, mais il y a clairement et objectivement une situation de déclin. Les Français le voient, sauf que pour des raisons qui sont de l'ordre de leur responsabilité, de notre responsabilité collective, en fait, même si tu vois tous ces constats structurels liés au déclin français, alors on peut très bien faire diversion et dire tiens, regarde une abaya là, regarde un migrant là, et les gens se focalisent là-dessus et ils oublient en fait que les gens qui gouvernent sont les premiers responsables de la souffrance qu'ils traversent et de la déchéance qu'ils traversent. Ça marche. Tu as commencé à élaborer sur la deuxième question que je voulais te poser, ou plutôt la question qui devait suivre. Donc, tu as parlé de géopolitique. Moi, j'ai quand même grandi dans un pays où très souvent, tu viens de l'évoquer, on fait des polémiques, beaucoup de polémiques sur ces sujets, donc abaya, voile, etc. Et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Et comment est-ce que tu expliques cette volonté finalement de faire tant d'efforts pour ne pas favoriser le vivre ensemble? Parce qu'au bout du compte, le vivre ensemble, il est effectif, quoi. Moi, j'ai vraiment jamais eu de problème majeur en France. C'est toujours très bien passé. J'en connais beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est même quelque chose que tu avais évoqué dans un précédent podcast. Donc, pourquoi cette volonté qui consiste à créer des polémiques, à créer des problèmes par des acteurs politiques ou alors par les médias? Comment est-ce que tu expliques cela? En fait, il faut comprendre, et ça, si les gens pouvaient comprendre ça, les gens s'en sortiraient vraiment mieux, il faut comprendre que les hommes et les femmes politiques sont des créatures cyniques et rationnelles. Ils tiennent pas des discours sans raison. Donc, s'il y a des raisons cyniques, factuelles, objectives à leur positionnement et à leur comportement, alors, la conséquence directe de ça, c'est que c'est inopérant, en fait, de dire et d'analyser les hommes politiques sur la grille du bien et du mal, en fait. Parce que sinon, en fait, on est voué à faire exactement ce que les gens font en France, en Belgique, en Europe, plus généralement, c'est voter pour des gens qui sont le moindre mal, puis après s'indigner qu'ils nous ont trahis, puis ensuite voter pour le bord opposé, puis ensuite voter pour le bord opposé, et à chaque fois faire un discours, en fait,
où on dit ah ouais, ils nous ont trahis, c'est le mal ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils nous ont fait du mal comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont abîmé l'hôpital public et ainsi de suite. C'est inopérant d'analyser sur ces choses-là sur le terrain moral du bien et du mal, parce qu'en fait, c'est mal comprendre et mal rationaliser qu'est-ce qui motive les hommes politiques. Si ils tiennent ce discours-là, si ils divisent les gens, si ils montent les gens les uns contre les autres, c'est parce qu'il y a un principe qui est simple. Cliver, c'est gouverner. Faire de la politique, c'est cliver. Faire de la politique, c'est créer un point où des gens vont se positionner en étant d'accord et pas d'accord. Donc, par définition, ça doit polariser. Par définition, la politique moderne, dans ce qu'elle a de plus bas, dans ce qu'elle a de plus vil, c'est pas donner une direction et voir ce qui est dans l'intérêt collectif des citoyens. Non, c'est voir qu'est-ce qui va nous permettre de créer une ligne de fracture qui me permet d'exister politiquement. Maintenant, utilisez ce que j'ai dit et revenez à la scène politique française actuelle. Gérald Darmanin, Manuel Valls, Bruno Retailleau, si tu leur enlèves, en fait, ces clivages-là, qu'est-ce qu'ils ont? Pas de diplôme valable, utile à la vie des gens. Ils ont pas de compétences. Ils ont pas de projet rassembleur. Ils ont pas d'expertise. Ils ont jamais rien construit de leur main. Ils ont jamais travaillé sur le terrain à améliorer la condition réelle des gens, ni dans une école, ni dans un hôpital, ni dans un centre ou un dispensaire d'action sociale, peu importe. Donc, la seule chose qu'ils ont pour passer à la télé, pour exister politiquement auprès des gens dont ils cherchent à obtenir les votes, c'est de leur désigner une cible, en fait. De leur créer, de leur désigner un problème, parce que ça va être leur sphère d'existence, en fait. Le problème, c'est pas ça. L'opportunisme politique, ça n'a strictement rien de nouveau. Le problème, c'est que cet opportunisme politique rencontre, en fait, une superficialité de la décision politique des électeurs. Tu vois, ça pourrait très bien être une réaction où les gens disent, ouais, vous nous aurez pas, en fait, avec vos épiphénomènes et vos polémiques à 2 francs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler d'éducation et de santé, parce que c'est ça qui nous affecte au quotidien. Cette réaction-là, elle se produit, mais elle est très minoritaire, en fait. Ce qui est majoritaire, c'est, ah oui, c'est vrai, c'est un vrai problème, la baya. T'as déjà vu une abaya? Non. Mais c'est un vrai problème, je l'ai vu à la télé. Ok, bah, super. Ce qui va t'arriver, d'un point de vue économique, social, sanitaire, ce qui va arriver à tes enfants, tu en seras le premier responsable. Parce que à l'ère où, en fait, on a le réchauffement climatique, on a une pauvreté, une précarité extrême, on a des souffrances et des problèmes structurels réels dans le pays, on t'a fait une diversion à 2 francs et t'as accepté de voter contre ta voisine, en fait. Qui t'a strictement rien fait par ailleurs, contre ton voisin, puisqu'il a une couleur de peau ou une religion différente. Quand ils viendront te chercher, il faudra pas demander d'où ça vient. Parce que t'auras été la cause, t'auras été le premier responsable en mettant ce bulletin-là dans cette urne-là, en laissant les gens monter les uns contre les autres, nos concitoyens, t'auras participé à ça. Donc, il n'y a pas qu'une responsabilité des élites politiques et médiatiques, il y a une responsabilité collective, parce qu'il faut bien que les gens mettent un bulletin dans une urne, ou ne mettent pas un bulletin dans une urne, pour qu'à la fin, on soit gouverné par des gens qui traitent de cette manière. Quel message est-ce que souhaiterais-tu partager aux Français, plutôt aux francophones de confession musulmane, qui pourraient vivre dans un pays où continuellement ils sont pointés du doit par les médias, etc. Parce qu'au bout du compte, si je prends un peu de recul, toi, tu as de la seniorité, de l'expérience, tu apparais comme quelqu'un de cultivé, donc tu as eu finalement la possibilité de te construire une certaine colonne vertébrale, de prendre du recul sur toutes ces choses et ne pas te laisser te les affecter. C'est pas nécessairement le cas de quelqu'un qui a 18, 20, 22 ans, qui n'a pas forcément un bon mentorat autour de lui et qui observe que continuellement ce qui tient à cœur, donc sa religion, sa foi, est dans le viseur par ses représentants, ou ses soi-disant représentants. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter? Quelles seraient pour toi les clés de réponse qu'on pourrait leur donner, en fait? Et est-ce que ce que je viens d'expliquer fait sens d'ailleurs pour toi? C'est une réflexion à chaud. Oui. Mais là, tu m'interroges sur le cas d'un jeune qui serait à cet âge-là à peu près. Tu vois, j'ai envie de partir de cet exemple. Moi, il y a une seule fois où vraiment, je viens de dire vraiment, mon père il s'est fâché contre moi. En fait, je me suis battu à l'école pour une raison valable, en fait. Je suis rentré à la maison, j'étais tout fier de moi parce que j'avais gagné la bagarre et en plus c'était une bonne raison. Tu vois, il m'avait
il avait traité ma mère, ou il avait dit quelque chose de raciste, ou un truc comme ça. Donc, pour moi, c'était genre le bon motif. Et il avait commencé la barre. Donc, j'ai dit, toutes les cages, elles sont cochées, tu vois. Et mon père, il m'a cartonné. Genre, il m'a vraiment cartonné. Et en fait, s'ils arrivent à t'énerver, à te faire sortir de qui tu es, à t'obliger à te servir de tes mains, alors que tu aurais 25 autres solutions pour résoudre le problème, c'est qu'ils ont déjà gagné, en fait. Les gens qui vont te faire ça toute ta vie, te contrôlent, en fait. Ceux qui sont capables de te faire perdre tes nerfs, c'est ton amour de tes parents, ton amour de ta foi, ta fierté d'être qui tu es, contre quoi, ils ont déjà gagné. Donc, si t'as pas un plan, si t'es pas capable de te contrôler, si t'es pas capable d'acquérir et de développer des stratégies où c'est toi qui contrôles les choses, c'est toi qui décides des choses, c'est pas toi qui réagis à ce que d'autres ont décidé et à ce que d'autres ont planifié, t'auras toujours perdu si t'as pas ça. Donc, ma principale recommandation, et celle-ci elle passe aussi par l'éducation, c'est éduquer vos enfants et éduquez-vous, éduquons-nous à être fiers de qui nous sommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concevoir et construire des compétences réelles. Ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de s'exciter. Si t'as pas pris le temps d'ouvrir un livre, ou si tu ouvres pas un livre, de t'asseoir avec quelqu'un et d'apprendre des choses, d'aller aider tes parents. Tes parents, ils savent faire quelque chose. Assieds-toi avec eux. Papa, s'il te plaît, apprends-moi comment on répare la voiture. Maman, s'il te plaît, apprends-moi comment on sait coudre tel vêtement. Papa, s'il te plaît, apprends-moi à cuisiner tel plat. Tonton, s'il te plaît, tu vas au chantier là? Je peux venir avec toi, s'il te plaît, je voudrais voir comment tu construis et t'aider un petit peu avec les sacs. Ma sœur, elle sait coder, bah, moi aussi, je vais apprendre à coder avec elle. N'importe quelle connaissance, n'importe quel savoir, n'importe quelle compétence qui est accessible autour de nous, viens, on va la chercher, ça va nous servir, soit dans notre vie perso, soit parce qu'on va aider d'autres personnes autour de nous. Mais quand tu parles après d'un constat d'injustice ou d'un constat où il y a besoin de construire un projet, si tu sais rien faire, tu sais à quoi, en fait. Donc, cette notion d'acquérir des compétences, d'acquérir des connaissances théoriques, mais aussi des compétences pratiques applicables, ça, c'est vraiment la deuxième étape. La troisième étape, c'est, OK, tu sais qui tu es, tu sais quoi faire de tes mains et de ton cerveau. Maintenant, fais-le, en fait. Arrête d'être un spectateur. Parce que ça, vraiment, c'est le truc. Waouh, ça doit être le facteur explicatif le plus important dans les situations de détresse et les problèmes qu'on rencontre nos communautés. C'est le spectateur critique, en fait. Et il peut être excellent. Genre, en fait, il va faire même une thèse sur pourquoi les autres assos sont ratés, pourquoi tel imam aurait pas dû parler comme ça, pourquoi telle sœur aurait pas dû faire ça. Tu vois, t'as des posts même entiers sur les réseaux sociaux et tout. Il va faire même des vidéos sur les vidéos pour critiquer les uns les autres. Il est spectateur, en fait, inactif de la situation. Donc, si tu sais faire des choses, viens aider, en fait. Raconte pas ta vie. Trouve une assoce dans ton quartier, ou une entreprise dans ton quartier, ou une famille dans ton quartier, autour de toi. Et juste aide, en fait. Tu sais développer, tu sais coder des sites, va aider les assos à faire leur site internet. Tu sais cuisiner, prépare les repas pour faciliter aux autres. T'es fort en sport, fais un club où t'accueilles tout le monde. Tu sais réciter, transmets. Tu sais enseigner, transmets. Tu sais concevoir des maisons et tout ça. Bah, va aider des assos, va aider des familles, conçoit des projets même économiques, des super entreprises qui vont faire des logements abordables, finançables, où les gens sont bien, confort, en sécurité. Et ça va participer à la vie et à l'urbanisme du quartier dans des années et des années. Ces trois recommandations, savoir qui on est et être fier de ça, savoir faire des choses, et ensuite agir et s'impliquer, si on fait ça, c'est bon. Se reposer, ça va aller. Et ces recommandations pour toi, elles sont d'actualité? Parce que jamais. C'est celles que tu as pu observer quand tu occupais un poste au sein du CCIF? Non, alors, déjà, la partie fierté, éducation, je pense que je l'avais déjà, c'est les parents qui l'ont transmis. Le côté, c'est bien de savoir faire des choses avec ta tête, mais si tu sais rien faire de tes mains, t'es déséquilibré. Ça aussi, les parents l'ont transmis. Mais par contre, la vision collective de dire, attends,
structurellement, si je regarde 5, 7, 10 millions de personnes, puis ensuite le pays dans son ensemble, qu'est-ce qui rate, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça avance pas, ou qu'est-ce qui fait que il y a des problèmes qui se perpétuent? En fait, c'est cette responsabilité collective et le fait que on aime bien être dans un rôle de spectateur où les choses arrivent sur notre écran, tout est fait, c'est facile. On préfère que les autres prennent des risques et fassent des choses, et puis on va s'ils réussissent, on dira qu'on les a soutenus. S'ils ratent, on dira que c'est de leur faute. Donc ce rôle-là, en fait, il est catastrophique parce qu'en fait, non seulement porte une responsabilité individuelle, mais il abîme aussi les efforts collectifs d'une certaine manière. Et ça, effectivement, t'as raison de le dire, ça avec les années CCNL, la plateforme des humains, la consultation, les engagements, les travaux sur un niveau national, international, que tu te rends compte que, attends, il n'y a pas un problème de compétences, on les a. Il n'y a pas un problème d'argent, il y a largement de quoi financer tous les projets du monde. Il n'y a pas un problème de message ou de fierté ou autre. Et c'est disponible. Mais par contre, il y a un problème sur le fait que la plupart des gens compétents, la plupart des gens qui pourraient contribuer restent souvent dans un rôle attentiste pour des bonnes, parfois raisons, mais la plupart du temps pour des mauvaises. Ça marche pas. S'il y a des gens justement compétents qui regardent cette vidéo et qui souhaitent passer à l'action, vous êtes les bienvenus. Le projet que je porte, c'est un projet ouvert. Et si vous voulez contribuer d'une quelconque manière, il y a tant à faire, hein. Il y a plein de sujets. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et tout ce que je pourrais, je dirais, suggérer de rajouter à ta liste, Malouane, c'est quelque chose, moi, que je trouve qui est quand même important. C'est la partie linguistique. Je pense qu'il est important de maîtriser un tant soit peu le français quand on a vocation à vivre en France. Pareil pour d'autres langues, quel que soit le pays. Et d'ailleurs, tu l'as évoqué dans ton précédent podcast, d'apprendre d'autres langues aussi, parce que c'est enrichissant. Et toi-même, ça t'a permis finalement de prendre du recul sur ton engagement en France, parce que tu occupais une fonction auprès à l'international. Donc, est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu plus ce point-là? Parce que je crois qu'il y a quand même pas mal il y a une marge de progrès aussi là-dessus, à mon avis. T'as bien raison de le dire. Moi, je suis rentré dans les compétences dont je parle. Quand je dis apprends quelque chose, apprends aussi des langues, bien entendu. Et t'as raison de souligner que, tu vois, l'apprentissage des langues, ça doit être le raccourci social le plus effectif, en fait. Je peux même pas dire à quel point, en fait, ça ouvre des portes. Pour être très clair, la maîtrise de l'anglais m'a ouvert plus de portes que la maîtrise des maths. Alors que je suis plus fort en maths que je ne suis fort en anglais. Même dans des jobs scientifiques, en fait. Le fait de parler deux langues, ça fait que, franco-anglais, ça me facilitait des choses. Le fait de parler arabe, ça m'a facilité d'autres choses. Le fait, même la maîtrise du français, je l'ai pas compris tout de suite. D'ailleurs, une anecdote, pour que vous compreniez à quel point c'est important et à quel point, en vérité, j'ai aucun mérite, si vous devez être d'art pour moi, bien sûr, être d'art pour mes parents surtout. Une fois, je suis rentré, je devais être en primaire. Je suis rentré à la maison. Ma mère, elle insistait que j'ai des bonnes notes partout. Mon père aussi. Ma mère, elle insistait particulièrement aussi sur le français. Et un jour, je rentre à la maison et j'ai eu une mauvaise note en dictée, en fait. J'ai même pas eu une mauvaise note. J'ai dû avoir la moyenne, un truc comme ça. Et ma mère, elle s'est vraiment fâchée, en fait. C'est des choses qu'elle avait révisées avec moi. Elle m'a mis sur le palier de l'immeuble, en fait. Elle m'a mis sur le palier de l'escalier. Elle m'a donné ma correction à faire et mon cahier à faire. Et elle m'a mis à la porte. Elle m'a laissé sur le palier des escaliers. Et les voisins, ils montaient, en fait, dans l'immeuble. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là et tout ça, ouais. Ma mère, elle m'a donné un exercice à faire. Je suis plus à l'aise de le faire ici. Et quand après, elle m'a fait rentrer à la maison, une heure après, un truc comme ça, elle m'a dit, le jour n'est pas venu. Quelqu'un te prendra en défaut dans ta maîtrise de la langue française. Et elle me disait ça dans un contexte où la manière dont on excluait les Arabes, c'est de dire, en fait, ils sont compétents que pour des fonctions manuelles ou que pour des métiers manuels, tout ce qui va requérir, en fait, de l'intellect, non pas du point de vue pratique, mais du point de vue linguistique, conceptuel, analytique. À l'époque, ça devait être hors de portée, puisque c'était des fonctions très qualifiées, qui n'étaient même pas accessibles du point de vue conversationnel. Donc, elle avait particulièrement insisté là-dessus,
Et c'est pour ça, en fait, que je me suis vraiment mis à m'appliquer en langue française, faire plaisir à ma mère. Et au fur et à mesure, je vois que ça m'ouvre telle barrière, ça m'ouvre telle opportunité, même dans un contrôle de police, le fait que je hausse le niveau de français, il se dit, ouais, il réfléchit pas, il conceptualise même pas. Mais il sait que la maîtrise de la langue est le marqueur social des élites, en fait. Et donc, je m'adresse à quelqu'un qui maîtrise le français. Quelque part dans son inconscient, il se dit, s'il maîtrise le français, il doit maîtriser ses droits aussi. Au mieux que je le laisse partir, en fait. Et donc, c'est vrai pour l'anglais, l'arabe, le turc, l'espagnol. C'est aussi vrai pour la langue française. Donc, maîtriser les langues. Vous n'allez pas forcément rentrer à l'académie linguistique, mais soyez capable d'avoir une conversation, de faire valoir un point de vue, d'argumenter correctement, de faire preuve de nuance dans votre élocution, de varier les styles sémantiques, linguistiques, au point où en fait la langue devient un outil, devient un instrument. Et ça vous donne littéralement du pouvoir, plus que de Totalement. l'argent. Exactement. Et je partage à 100% ce que tu évoques. J'ai un profil international également et j'ai eu aussi beaucoup d'opportunités de par ma maîtrise des langues. Et ce que tu évoques ici m'apparaît comme étant vraiment très, très, très important. Et d'ailleurs, vu que tu parles de l'anglais, on a lancé notre chaîne en anglais et tu serais le bienvenu, pourquoi pas, un de ces quatre, pour faire un podcast en anglais ensemble euh, l'année prochaine ou en fin d'année. Enfin, on verra si, Plaisir. bien sûr, tu es ouvert à l'opportunité. Avec plaisir. Alors, tu as parlé d'un sujet quand même qui est toujours d'actualité malheureusement et qui pousse quand même à la révolte, la colère. C'est le conflit israélo-palestinien. Comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui, on puisse s'émouvoir ou se sentir solidaire du peuple ukrainien et faire fi du peuple palestinien? Ou alors porter des sanctions à la Russie et faire fi de ce que fait l'État d'Israël qui piétine le droit international? Est-ce que je peux te laisser élaborer? Parce que je crois que tu as une expertise aussi en droit humain, donc est-ce que tu pourrais partager tes réflexions là-dessus? Il y a un raccourci qui est très simple et qui résume l'ensemble. C'est que la vie des Arabes ne vaut rien. Si on peut se permettre de dire qu'il y a 1000 enfants qui sont morts, 2000 victimes, 40 000, 60 000 victimes directes, peut-être le double ou le triple de victimes indirectes, sans que ça ne produise une crise internationale majeure, des sanctions internationales majeures, c'est que les victimes de ce génocide, leur vie, à l'échelle géopolitique, et dans le cynisme dans lequel on est, ces vies ne valent rien. D'accord. De la même manière que si la police aux États-Unis tue des Noirs de manière constante et structurelle, régulière, c'est que la vie des Noirs ne vaut rien. Si dans d'autres contextes, on traite les migrants noirs et arabes dans la Méditerranée, afghans, pakistanais, bengalais, qu'ils peuvent mourir en fait par dizaines, par centaines, par milliers chaque année, sans que on mette en place des programmes majeurs pour les aider et les prendre en charge, c'est parce que leur vie ne vaut rien. Elle ne vaut rien, pas au sens absolu du terme. Leur vie, elle est la même que celle de tous les êtres humains. C'est la même dignité, le même sang qui coule dans leur veine, les mêmes espoirs, la même innocence, la même beauté et la même proportion au bien comme parfois au mal qui animent tous les êtres humains. Mais dans les systèmes de pouvoir, clairement, on vient de nous faire comprendre que la vie des Ukrainiens vaut quelque chose, la vie des Palestiniens ne vaut rien. D'accord. C'est pour ça qu'à l'époque où la Russie avait envahi l'Ukraine, pour justifier, pour légitimer une politique d'accueil qui était différenciée vis-à-vis des Ukrainiens par rapport à la politique d'accueil d'autres populations issues qui fuyaient la guerre, qui fuyaient des souffrances, qui fuyaient des injustices, en fait, il a fallu produire tout un discours de justification de cette différence de traitement. On nous expliquait que c'est, je cite, une immigration de qualité. On nous expliquait que c'est des gens qui conduisent les mêmes voitures que nous. Et si c'était pas assez explicite, il y avait même des gens qui expliquaient que, mais ils sont blonds et ils ont des yeux bleus.
En d'autres termes, c'est des gens qui sont censés nous ressembler si on est européen dans nos origines et dans nos familles. Donc, le discours raciste, racialiste, fait une distinction de dignité et de valeur des filles. Il n'a pas besoin d'être déterré. Il est très explicite et il est de plus en plus visible. Donc, la cause sous-jacente de cette différence de traitement, elle n'est pas à chercher loin. Elle est évidente et elle est comme ça. Mais, en droit international, fort heureusement, il y a des textes qui sont très forts et qui ont été établis à une période où les gens avaient encore la mémoire de ce qu'est la guerre, en fait. Ils avaient encore la mémoire de ce que peut être un génocide. Ils avaient la mémoire de ce qu'étaient les guerres de décolonisation. Et donc, quand il a fallu poser les bases fondamentales du système de droit international, ça, c'était pas une mémoire théorique, c'était une mémoire des gens qui étaient autour de la table de négociation. Donc, on sait quoi il fallait protéger les critères d'appartenance ethnoculturelle, religieuse, l'intégrité territoriale, l'autonomie des peuples, le fait que, pour le front, la Cour pénale internationale, en fait, elle va devoir statuer sur des dossiers réels. Donc, il faut définir ce qu'est un génocide, il faut définir ce qu'est un crime de guerre, et tout ça, c'est très bien défini. Que qu'on en lise. Mais ce à quoi on insiste, c'est pas un problème de droit international. L'ONU fonctionne, en fait, dans son cadre théorique, d'une qui est normal. Ce qui fonctionne pas, c'est deux choses. La première, le fait que il y a des pays qui se servent de l'ONU, Conseil de sécurité, pour leur intérêt au détriment des autres, et qui vont utiliser leur droit de veto sans raison valable pour faire obstruction à des processus de justice. C'est comme ça que, par exemple, les États-Unis ont constamment fait obstruction dans le pays d'Israël à des mesures qui étaient par ailleurs plébiscitées. Ils utilisent aussi les moyens économiques indirects pour faire pression sur certains pays et obtenir leur vote. Quand vous voyez des États insignifiants sur le plan économique se positionner en soutien à Israël, c'est pas parce qu'ils ont des intérêts géopolitiques alignés, c'est juste parce que on leur a fait comprendre que soit tu votes avec Israël, soit on te saute l'aide au développement qu'on t'avait promis, ou tel contrat d'armement qu'on t'avait promis. C'est pour ça que des pays qui ont aucun intérêt sur ces sujets-là vont se positionner de certaines manières. Donc ça, c'est l'un des moyens où l'ONU va être détourné en fait de sa fonction initiale. Et le deuxième problème, c'est que quand l'ONU, la Cour pénale internationale et d'autres instances de régulation en fait sur le plan géopolitique fonctionnent correctement, en fait, certains États vont dire en fait ah non en fait on va vous boycotter. Et c'est comme ça, par exemple, que les États-Unis, leur participation dans certaines instances internationales, dans l'aide publique au développement, c'est comme ça que l'Allemagne dit, on sait que Benjamin Netanyahou est poursuivi pour crime de guerre, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, mais nous, on est le pays qui a créé les chambres à gaz et qui a exterminé 16 millions de Juifs. Quoi que ce soit qu'Israël nous demande, ce qui est complètement désolant. Quoi que ce soit qu'Israël nous demande, on va le soutenir. On ne peut pas être accusé d'antisémitisme, même si ça veut dire renier tous les principes fondamentaux auxquels on a souscrit, même si ça veut dire cautionner la notion même de génocide dont l'Allemagne a été coupable et s'est rendue coupable vis-à-vis des Juifs, des Tziganes et de toutes les populations qui étaient visées par le génocide à l'époque. Donc, quand les décisions de justice n'arrangent pas les puissants, en fait, ces décisions de justice et les instances qui les ont prononcées sont elles-mêmes remises en cause. Mais ça fait tomber les masques, en fait, l'hypocrisie qui va avec, de dire que il y a une notion de droit international, d'égalité des vies humaines, de régulation des conflits, de recherche de la paix, de l'instabilité, d'autonomie et d'autodétermination des peuples. Tout ce tableau-là part en miettes quand on regarde sur des questions précises de droit international, et les diplomates, les hauts fonctionnaires, les gens qui ont dédié leur vie à ce travail, vont être à partir de ce moment-là ciblés, y compris individuellement, nommément, pour leur faire perdre, en fait. Pour les déstabiliser, pour les menacer, pour les mettre sous pression. C'est le cas, par exemple, de Khalid Khan, le procureur de la Cour pénale internationale. C'est le cas de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Palestine. C'est le cas de tout diplomate
de tout expert en droit humain, de tout expert en liberté fondamentale, qui travaille sur le sujet, qui va remettre en question, qui va mettre en cause les gens et les responsabilités dans ce génocide et dans cette massacre. Donc ça, c'est le tableau actuel, relativement pessimiste de la situation actuelle, mais la bonne nouvelle, si tant est qu'il puisse en avoir, en fait, dans un contexte où il y a eu autant de victimes innocentes, c'est que il y a une justice. Cette justice, elle vient sous des formes et des expressions différentes. Et je peux vous dire que au début de ces massacres-là, Joe Biden, Anthony Blinken, potentiellement le gouvernement britannique et le gouvernement allemand ne s'attendaient pas à se retrouver sur le banc des accusés de complicité pour génocide. Benjamin Netanyahou, il pensait qu'il y allait avoir des crispations et des dénonciations au plan international, mais il pensait pas qu'il allait faire l'objet d'un mandat d'arrêt international et devoir se poser la question de où est-ce que je vais pas me faire arrêter, sinon on va m'arrêter pour ce que je suis, à savoir Netanyahou, criminel de guerre, génocidaire, quelqu'un qui sera dans les livres d'histoire, dans l'année suivante après tous les génocidaires qui l'ont précédé. Donc ça, c'était pas prévu. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. C'était pas prévu que, de manière planétaire, il y a un consensus quasi global, mis à part les petites bulles de pression autour d'Israël, tout le monde soutient la cause palestinienne. Et c'est quelque chose de planétaire maintenant, y compris, et fort heureusement, au sein des communautés juives de diaspora partout à travers le monde, où il y a cette évolution qui s'opère, où on me dit, moi, mes grands-parents, les gens me disent, mes grands-parents, ils sont morts dans un camp de concentration. Je veux pas qu'au nom de ma sécurité, on cause ce même tort ou on fasse du tort à d'autres peuples. Donc ça, c'est une dynamique globale aussi. Et puis, c'est pas attendu. Personne ne s'attendait que, en fait, ce que subissent les Palestiniens et ce soit une cause ou une condition facilitante de la libération de la Syrie. Alors, ce qui est en train de se passer en Syrie, c'est aussi, en fait, un fruit collatéral de ce que les Palestiniens ont dû endurer. Ça a créé des conditions de possibilité pour que le peuple syrien arrive à se libérer du joug d'un dictateur. Je sais pas ce que sera demain, mais qui est en train de se passer en Syrie, du point de vue de l'expérience populaire, de redéfinir, de reconstruire un pays, de redéfinir c'est quoi les modalités de gouvernement, de respecter toute la diversité de la société syrienne pour arriver à un projet de société qui puisse potentiellement servir d'exemple et d'expérience. C'est très intéressant. Et c'est pas quelque chose qui était anticipé par aucun analyste. Tu m'interroges en tant que professionnel dans le domaine. Je te dis voilà le tableau pessimiste, mais je te réponds aussi en tant que statisticien et en tant que musulman. Les êtres humains, ils ont des plans. Dieu, il a un plan. Et c'est pas forcément le même, mais tu découvres au fur et à mesure que peut avoir des conséquences très positives, de choses qui sont des choses dramatiques sur le moment. Toi, ta seule mission, à ton échelle individuelle, c'est juste fais ce que tu peux. Et t'occupe pas du résultat. Fais ce que tu peux. Tiens une parole de justice. Essaie d'agir avec tes modestes moyens d'une manière utile au bien commun, utile, positive, qui a un impact qui va dans le bon sens. Les conséquences et les retombées, laisse-les à plus avant. Ça marche. Je pense que c'est de très bon conseil. Et d'ailleurs, tu as parlé de Dieu. Dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples qui illustrent justement des injustices et puis le plan de Dieu ensuite qui se dessine et qui vient apporter des solutions. Sur la France en particulier, comment est-ce que pour toi les musulmans devraient agir ou se prononcer de ce point de vue-là? Parce que c'est un sujet où on peut tout de suite basculer dans l'émotion. Quelle position tu recommanderais aux Français, de manière générale, francophones, quoi? Alors, de manière générale, ce qui se passe en France, en fait, ça doit pas empêcher les gens d'agir. Mais il y a plusieurs choses à faire. D'abord, une prise de conscience que personne n'a dit que ça devait être facile. Ça, c'est une espèce de mythe contemporain que dès que ça devient difficile, il faut lâcher la ferme. On va changer le monde, on va réparer des injustices structurelles, on va lutter contre la colonisation, on va lutter contre le réchauffement climatique, et ça doit être facile et confortable, sinon c'est pas la peine de le faire. Donc juste déjà cette idée-là,
faut la tuer. On n'a pas dit que ce serait facile. On a dit que ça aurait du sens. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui vont pas être contents. Il y a des groupes d'extrême droite et des lobbies qui vont se plaindre parce qu'il y a eu une manif, parce qu'il y a eu un rassemblement, parce qu'il y a un boycott ciblé des entreprises qui soutiennent la colonisation. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, changer le monde, ça vient avec un... Là, aujourd'hui, on regarde toute une série de figures historiques, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit Luther King, que ce soit Malcolm X, on dit, ah, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à accomplir, tous ces leaders, que ce soit en Égypte, en Inde, aux États-Unis, et ainsi de suite. Sauf qu'à l'époque, tous ces gens-là, en fait, on les traitait comme des marginaux de la société, comme des terroristes, on disait qu'ils déstabilisaient le pays, qu'ils étaient contre la République ici, qu'ils étaient pour l'ordre racial aux États-Unis. Je rappelle que la France fait partie des gens qui ont arrêté Malcolm X quand il est arrivé à l'aéroport et qui soutenaient pendant une très large période toute une série de régimes coloniaux, dictatoriaux, avant de faire aujourd'hui une lecture humaniste de ce qui s'y passe. Martin Luther King, il était vu et décrié comme un personnage qui voulait fracturer la société américaine avant que se rappelle de I Have a Dream et d'un message pacifiste dévoyé de son sens, parce que c'était pas une espèce de pacifisme naïf. C'est quelqu'un qui voulait profondément changer la société dans laquelle il vivait. Donc, première chose, prise de conscience que s'il y a des conditions adverses, c'est de l'information, en fait, et ça doit pas bloquer des mobilisations. Deuxième chose, c'est pas une question musulmane uniquement, en fait. C'est une question de justice, c'est une question d'humanité qui doit concerner tous les Français et qui doit impliquer le plus grand nombre possible de personnes. Troisième chose, les formes de mobilisation doivent être réinventées. C'est le même instrument juridique, politique, de criminalisation des mouvements qui est utilisé indistinctement. Criminaliser des associations musulmanes, la lutte contre le racisme, le soutien à la Palestine, les mouvements sociaux, les gilets jaunes, les mobilisations sur les questions de santé et d'éducation. Donc, plus les gens prennent conscience de ça, plus ils font preuve de solidarité les uns avec les autres, plus ils inventent des nouvelles formes de mobilisation. Les manifs, c'est une forme de mobilisation, les rassemblements, les flash mobs, les campagnes d'email, les lettres, le phoning, le soutien économique, la participation active à d'autres projets, c'est toute une palette en fait d'actions. Et quand on bloque, il faut voir les autres formes de mobilisation et réinventer et résister sur notre. Et à chaque fois, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très bien de comprendre les choses, c'est encore mieux d'agir en fait. Et c'est encore mieux de faire chacun à son échelle ce qui est faisable, ce qui est réaliste, ce qui est en même temps raisonnable. Et l'émotion, c'est bien quand ça touche, quand ça nous permet de faire preuve d'empathie, quand ça nous permet de nous réveiller sur des questions d'injustice, que ce soit en Palestine, c'est vrai, c'est la question la plus pressante, la plus urgente, la plus terrible, la plus grave du moment, mais que ce soit aussi vis-à-vis des personnes âgées qui sont laissées pour compte près de nous, des personnes qui dorment dehors près de chez nous, des gens qui n'ont pas les moyens autour de nous, de notre oncle ou de notre cousine qui a besoin d'aide et qui souffre. Je veux qu'on comprenne que il n'y a pas besoin de faire l'un aux dépens de l'autre. En fait, l'être humain, avoir des valeurs, c'est être capable d'agir sur l'ensemble de ces situations-là, avec le même cœur, avec la même empathie, même si, encore une fois, l'urgence du moment, la crise du moment, qui doit nous concerner tous, c'est ce qui se passe en Palestine. J'aimerais revenir sur la partie professionnelle et sur tes expériences dans le secteur privé. La plupart des personnes qui rejoignent le monde du travail n'ont pas nécessairement vocation à devenir entrepreneurs ou indépendants, mais à rejoindre une organisation. Quel conseil tu pourrais leur donner? Qu'est-ce que toi, tu as appris dans le monde du privé? Et comment est-ce qu'on fait ses armes, en fait, dans ce secteur-là? Et comment est-ce qu'on peut véritablement réussir? Même si je sais que dans ces secteurs prédéfinis, comme la finance, tu t'es dit, OK, on n'idéalise pas tout. Suis-je vraiment en cohérence en tant que musulman avec mes valeurs? Et si c'est pas le cas, je peux basculer vers autre chose. Mais de manière générale. Se débarrasser en fait du espèce de sentiment de flemme où on cherche à chaque fois le plus facile et à esquiver la quantité et la qualité de travail. Dans plusieurs organisations où j'ai eu l'occasion d'évoluer et de travailler,
ça se dégage vraiment et c'est une tendance qui s'accentue à chaque. Et quand on fait un travail, on n'est pas animé par le sentiment de vouloir vivre l'excellence, d'être très précis, d'aller au bout de la démarche, de faire mieux encore à chaque itération. Donc si vous avez signé un contrat de travail, si vous acceptez de réaliser une mission, si il y a le sentiment que ça vaut la peine en fait de passer 8 heures au bureau dans l'entreprise, alors ça vaut le coup de s'impliquer et de sentir le croissant en fait. De sentir le code le plus efficace et le plus pertinent, de rédiger le texte le plus soigné possible, de préparer le meilleur plat possible. Et d'avoir vraiment ce goût de dire, en fait, si quelque chose mérite d'être fait, il mérite d'être bien fait par respect pour trois choses. Par respect pour les gens qui vont le manger, qui vont bénéficier de ce code, qui vont lire ce texte. Par respect de l'engagement pris vis-à-vis de l'entreprise ou de l'organisation ou de l'institution dans laquelle je travaille, par respect pour moi-même, en fait. Parce que quelle image j'ai de moi-même si je bâtis le travail de manière générale. Donc, si tu passes 2 ans dans une entreprise, ça doit vraiment être l'idée de, ok, qu'est-ce que je fais de bien dans l'entreprise? Qu'est-ce que je peux apprendre? Même si le job, il est éclaté, même si le job, il est nul, qu'est-ce que je peux apprendre? Si je suis là, ok, y a pas de problème. Le job, il est nul, je suis là juste pour le salaire. Je suis là pour 6 mois. En 6 mois, qu'est-ce que je peux apprendre? C'est quoi le maximum que je peux apprendre, que je peux tirer de cette expérience? Je peux tirer un réseau. Je peux apprendre des processus. Je peux apprendre quelques notions comptables. Peut-être que je peux apprendre le fonctionnement d'une machine. Et je peux apprendre quelques recettes. Ok, je prends tout ça, en fait, pendant la période. Et après, d'avoir en dehors de l'entreprise, au moins, de se poser des petites questions d'entrepreneuriat pour valider ou invalider le projet de carrière ou le projet d'entreprise. De se dire, ça se trouve, moi, je suis beaucoup mieux en entreprise parce que ce que je cherche, en fait, c'est la disponibilité du temps et le fait que mes responsabilités, en fait, elles se terminent au moment où je borne en sortant du bureau. Ça peut être très compréhensible et très respectable. Ça peut être aussi, au contraire, le fait qu'on veut construire des projets, on sent qu'on a l'appétit, l'énergie pour, les idées pour. Mais si vous êtes neutre, s'il vous plaît, essayez de monter des entreprises aussi. Pour une raison, pas égoïste, mais une raison collective. C'est que on a besoin de construire des projets qui vont donner à la fois des moyens opérationnels d'accomplir des choses, à la fois des moyens en termes de ressources, de recruter des gens, de faire travailler des gens, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de discrimination, et il y a besoin de pouvoir économiquement contribuer à des projets qui coûtent de l'argent mais qui ont un impact social. Là, on parlait tout à l'heure de la situation en Palestine. Dans une université dont je ne citerai pas le nom, pour avoir maintenu et défendu le droit des étudiants à manifester contre le génocide, il y a des universités qui ont perdu des dizaines de millions d'euros, d'accord, de donateurs privés, qui leur ont très clairement fait comprendre, c'est bah tiens, vous avez laissé les manifestations pro-Palestine, moi je te retire mon gain de 35 millions de dollars, 25 millions d'euros ici. Si tu veux pouvoir peser, en fait, dans ces débats au niveau géopolitique en termes d'influence, bah, tu dois être capable de faire ce type de chèque. Et si statistiquement on voit que des sportifs, des artistes, des grands entrepreneurs puissent faire ce type de don et faire ce type de contribution économique là à des projets qui soutiennent et qui veulent encourager, bah en fait, il faut avoir ce type de budget là. Et on peut l'avoir que si on a des entreprises qui réussissent et qui ont des moyens économiques de faire des choses dans le bon sens. Vous voyez, dans le mauvais sens, ce que quelqu'un comme Elon Musk est en train de contribuer à faire aux États-Unis, avec toutes les résonances internationales que ça peut avoir. Et dites-vous ce que vous pourriez faire si vous aviez ce genre de moyens économiques et ce genre d'impact en termes d'entreprise dans le monde. Donc, le faites pas uniquement pour vous, mais ayez quand même cette ambition-là de dire, bah tiens, moi si j'ai la fibre pour les deux, je vais essayer de monter des entreprises pour que ce soit utile aux gens, pour que ce soit utile à moi, individuellement et familialement, mais aussi pour pouvoir financer et soutenir des causes qui me tiennent à cœur. Ça marche. L'IA, justement, est-ce que on bascule sur un tout autre sujet? Toi, en tant que statisticien,
quel impact ça a dans ton métier? Et quel est ton avis sur le sujet de manière générale, quoi? Parce que je sais que tu as un petit côté, technique, tu vois, mathématique et tout, donc je suppose que tu dois avoir réfléchi à la question, quoi. En fait, le premier projet sur lequel j'avais travaillé en banque, à l'époque, j'étais en stage à la fin de mes études, c'était déjà ce qu'on appelait un automate de trading, en fait. Donc, un morceau de code qui était censé reproduire le comportement d'un être humain, un trader, qui prendrait des bonnes décisions d'investissement. Donc, j'avais appris à le faire à l'époque et j'avais développé mathématiquement plusieurs méthodologies avec les algorithmes génétiques, avec des moyens de sélection de telles stratégies et de basculement d'une stratégie à l'autre pour rendre l'automate de plus en plus réaliste, de plus en plus efficace dans sa prise de décision. Donc moi, l'idée que un jour, il y aurait des formes algorithmiques qui sont capables d'émuler des comportements humains, je l'ai pas découvert récemment, mais je le voyais sous un angle financier, décisionnel. Le fait que maintenant ça touche à plein de domaines, dans l'éducation, dans la santé, dans les transactions, dans les relations commerciales, ça c'est une généralisation qui était relativement prévisible. Ce qui était moins prévisible, ce qui est aussi beaucoup plus dangereux, c'est la manière dont les êtres humains se saisissent de ces technologies. Qu'est-ce que va devenir l'éducation si, du point de vue des étudiants, comme des évaluateurs, c'est-à-dire des enseignants, en fait, tout le monde fait du chat GPT et personne ne comprend rien à rien. Parce qu'ils savent même pas ni comment fonctionne le cours, ni comment fonctionne ChatGPT. Qu'est-ce que va devenir la qualité des relations clients si on met les gens en face de bots et le bot il est juste là en fait pour faire patienter les clients et se débarrasser de leurs demandes parce qu'on n'a pas envie d'avoir un service client, on veut payer les gens correctement. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que vont devenir les relations humaines le jour où, en fait, du point de vue de la conversation, il y a des applications qui sont, franchement, ta conversation elle est plus intéressante que celle de mon mari, en fait. Ou celle de mon meilleur copain, qu'est-ce que ça va devenir? Et là, il y a une zone d'incertain, il y a aussi une zone de danger. Sauf qu'en fait, la peur primale des gens vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle anime, ou qu'elle dirige, ou qu'elle structure le comportement de machines, ou le comportement de robots qui vont remplacer les êtres humains. Mais ça, en soi, c'est tellement égocentré, parce que ça suppose que la forme supérieure d'intelligence qui viendrait nous menacer, c'est quelque chose qui nous ressemble, en fait. Ça fait que c'est ça l'image qu'on a de nous, c'est ouais, nous on est des prédateurs ultra intelligents. Peut-être que plus intelligent que nous, c'est autre chose que ça, en fait. Et la menace, elle viendrait pas forcément de quelqu'un qui se comporte comme nous, parce qu'en vérité, on est des dangers surtout pour nous-mêmes, après l'avoir été pour la planète. Donc, un autre conseil, là-dessus, il serait de dire, s'il vous plaît, pour ça, comme pour tout le reste, arrêtez d'avoir une compréhension superficielle des choses. Essayez vraiment de lire des articles approfondis pour comprendre comment fonctionne ChatGPT, comment fonctionne Copilot, comment fonctionnent en fait ces algorithmes, ou ces programmes en fait d'interprétation du langage et de proposition de contenu. Une fois que vous aurez bien compris, vous saurez sur quoi c'est dangereux et sur quoi c'est efficace, sur quoi c'est utilisable et sur quoi il vaut mieux laisser de côté. D'accord? Donc oui, on revient en français dans la langue dans laquelle vous êtes à l'aise. Il y a l'exigence de bien comprendre les choses. Ça veut pas dire que faut pas utiliser ChatGPT ou n'importe quel autre outil de ce type. Ça veut dire qu'il faut être capable de construire votre propre raisonnement et ne dépendre de ces outils-là que pour exécuter des choses. Sinon, c'est la machine qui apprend et c'est pas vrai qu'on appelle ça du machine learning. C'est plus contemporain, la machine. Alors, donne aussi apprendre et comprendre des choses. Si vous utilisez un outil pour faire une revue de presse, ça vous fait gagner du temps de lecture. Mais si vous utilisez un outil pour rédiger vos textes à votre place, en fait, littéralement, c'est la machine qui apprend et vous strictement vrai. Donc ça va devenir un problème de plus en plus grave dans le domaine des savoirs. Mais il y a plein de situations pratiques. Ça peut venir appuyer, renforcer, faciliter le travail des êtres humains et le rendre de plus en plus sûr, de plus en plus
efficace là où c'est vraiment nécessaire. Il faut par exemple le cas de l'imagerie médicale, être capable de diagnostiquer plus rapidement ou de vérifier des diagnostics médicaux, ça renforce la santé, ça ne vient pas remplacer un médecin. Mais ça peut faciliter le travail du médecin. Des petits cas limites comme ça, des cas pratiques où véritablement la puissance numérique va permettre de faciliter, accélérer, fluidifier des process, très important. Mais après, pas besoin de passer. Ça marche. Super. Bah, Marwan Mohamed, je te remercie d'être rendu disponible. J'ai envie d'être respectueux de ton temps. On l'a un petit peu dépassé. Est-ce qu'il y a des projets ou des choses que tu souhaiterais partager? Ou alors, comment est-ce que les gens peuvent te suivre ou se connecter à toi? Je pourrais suivre, déjà, on annonce pas mal de choses sur les réseaux sociaux. La plateforme de formation va bientôt réouvrir les inscriptions. Donc après le mois de Ramadan, peut-être que vous pouvez surveiller les réseaux à ce moment-là. Mais vous allez pouvoir vous réinscrire pour les modules de formation, de communication, de prise de décision, gestion de temps, tout ça. Et il y a un petit projet suspense en préparation dans les groupes aussi qui devrait parler à beaucoup. Super. Bah, je tâcherai de mettre tout ça en description, en tout cas. Et je te souhaite, ainsi qu'à tes proches, Ramadan Mubarak, bien sûr, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous écoutent, puisqu'on entre bientôt dans ce mois béni, qui figure comme un des piliers de notre religion. Ramadan Mubarak à toutes et tous, prenez soin de vous. Essayez de passer des bons moments avec vos proches, des bons moments au mosquée, des bons moments avec la famille. Essayez de penser à ceux autour de vous qui sont plus démunis. Invitez de temps en temps, faire des petites invites. Et rappelez-vous aussi, au-delà de la vie à proximité, les gens, notamment en Palestine, pas avoir les moyens de faire des ruptures du jeûne comme ils en faisaient en famille. Peut-être qu'on peut soutenir les associations qui œuvrent auprès de nous aussi. Inch'Allah. Bah, merci à toi, Marwan, et pourquoi pas une prochaine fois pour une session en anglais. Avec plaisir. Avec plaisir. Passe une très bonne soirée. Avec plaisir. Merci encore. Ma salam. Avec salam.